votre émission en grand angle sur Nour TV, ce sera le retour sur la journée de la finance du 25 juillet dernier, la crise de légitimité au sein du Parti démocratique gabonais, la reconnaissance de l'État palestinien par la France, la caravane médico-ophtalmologique du 29 au 10 août 2025 sous la tutelle du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors votre émission, c'est une émission, on va aller crescendo, progressivement. Une émission, c'est quand même une émission qui vire vers le talk show, mais c'est plutôt une émission de débat pour le moment. Alors, je ne suis pas seul pour l'animer, je suis avec Ibrahim Bouka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, l'actualité du moment que nous allons parler dans la rubrique, le débat, notre rubrique bien sûr, le débat républicain, il s'agit de parler du retour sur la journée de la finance du 25 juillet dernier. On a remarqué que le Gabon est en train de peaufiner ses stratégies pour, améliorer, ses plans économiques, que ce soit de la finance, l'agriculture, l'éducation et tout ça. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que, ce soit une réalité plus seulement, sur les fins, plus seulement un état d'esprit, mais une concrétisation sur le terrain. Il faut sortir les effets d'annonce pour rentrer dans le concret. Voilà, exactement, justement. Alors, Ibrahim, avec vous, on parle justement de cette journée-là qui était consacrée à la finance. Et on a remarqué également que le ministre de l'économie mène, plusieurs activités en ce moment pour amener le pays, dans de bonnes rails. Oui, effectivement. Bon, déjà, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, c'est important qu'on aborde ce sujet parce que le Gabon aujourd'hui, avec l'avènement de la Ve République, le Gabon ambitionne véritablement de changer la donne et de changer le visage du pays. C'est très important parce que d'abord, les attentes des populations des Gabonais sont énormes. Le peuple gabonais, c'est un peuple qui a beaucoup patienté pendant plus de 50 ans, qui a été mis de côté. Les ressources du pays ont beaucoup plus servi à autre chose plutôt qu'à véritablement s'occuper de développer le pays et de faire accéder les Gabonais à un niveau de vie, normal. Mais nous pensons qu'avec effectivement les ambitions affichées du président Brice Clotaire Nguema, des solutions sont en train d'être trouvées dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, le ministre qui est titulaire de ce poste, M. Henri Koldoïma, a réuni le 25 juillet dernier, donc la journée de la finance. C'était une journée qui véritablement se donnait pour but, de jeter les bases des priorités économiques du Gabon en termes de recherche de croissance. Exactement. Sur lesquelles va reposer en fait cette stratégie-là de développement du pays. Et à cet effet, il a réuni un parterre de personnes, notamment des bailleurs de fonds, il a réuni des entreprises, des chefs d'entreprise, on a réuni des partenaires internationaux, d'accord. Ça, c'était au sein du ministère même des Finances où ça s'est passé là-bas. Donc, il était question pour le ministre Henri Koldoïma d'exposer en fait la stratégie que le Gabon entend mettre en œuvre pour concrétiser effectivement le saut qualitatif que le Gabon entend faire pour rehausser non seulement le niveau de vie, les conditions de vie des Gabonais, mais également amener le pays à connaître véritablement le développement à la hauteur des potentialités qui sont les siennes. Alors, le pays a amené le pays à la hauteur des potentialités qui sont les siennes, mais on a remarqué que le paravent, c'est que il y avait quand même, c'est comme si le pays entretenait un tout petit peu, sa pauvreté, alors qu'on a remarqué qu'il y avait une partie qui évoluait et une autre qui croupissait plus ou moins dans la misère. Oui. Et les pans, justement, j'espère que vous allez plus ou moins nous citer également les pans, de ces développements. Moi, je retiens principalement trois, c'est-à-dire l'amélioration du secteur économique à travers la diversification et tout ça, la diversification en termes
on va dire, de plus-value, de transformation de nos matières premières. Je retiens également le secteur agricole qui nous cause énormément de dépenses. Ouais. Et on retient également le facteur, on va dire, le facteur ressources humaines, le facteur éducation également, qui fait défaut aujourd'hui. Disons que nous avons d'abord la transformation de l'économie. On veut, les autorités du Gabon veulent faire passer le Gabon d'une économie de rente, essentiellement orientée vers l'exportation des matières premières. Maintenant, ils veulent que le Gabon devienne un pays qui arrive à transformer localement ses matières premières. D'accord, mais transformer localement, il faut se donner justement les moyens. On l'a dit lors de l'émission dernière, la transformation des matières premières, d'accord, c'est, on va dire, le fondement même de la création de la richesse. Aujourd'hui, les pays dits occidentaux sont connus pour être des pays où il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Cette prospérité, elle est consécutive au fait que ces pays-là, ils exportent nos matières premières chez eux et ils les transforment là-bas et les revendent avec une très forte valeur ajoutée et qui crée de la richesse. Non seulement cette richesse-là permet, j'ai envie de dire, ça permet simplement de mettre, par exemple, en place ça permet, par exemple, de réguler le chômage. C'est-à-dire la production, la transformation des matières premières fait que, d'abord, au niveau des entreprises, on recrute les gens. Exactement. Parce que il y a du travail, on trouve du travail aux gens. Il y a des gens qui viennent pour, effectivement, participer à cette activité de transformation des matières premières. On leur paye des salaires. Ils consomment, ils stimulent la production nationale et ça fait tourner l'économie. Voilà, l'argent tourne et c'est ce qui fait que effectivement il y a de la richesse qui est créée. Voilà. Donc il n'est plus question parce que nous sommes à cause de la division internationale du travail qui nous a été imposée depuis l'époque de la colonisation. D'accord. Nos pays ont été confinés au rôle de producteurs de matières premières. Or là, nous avons le droit. C'est un droit. D'accord. Ces matières premières là. Il n'est plus question pour nous de les exporter à l'état brut. Il faut désormais qu'on puisse les transformer ici pour que cette richesse qui est créée ailleurs soit d'abord créée ici. Parce qu'il s'agit des matières premières du Gabon. D'accord. Voilà. Alors, ça ce n'est qu'un parallèle. On a vu, par exemple, dernièrement, que le président il a pris une mesure forte, par exemple, pour interdire, pour revoir, on va dire, les contrats, ou si vous voulez, les conventions qu'il y a, par exemple, avec l'Union européenne. Bon, parce qu'il a exigé, par exemple, qu'on puisse, par exemple, construire des structures où on transformait le poisson sur place au niveau du Gabon, plutôt qu'aller, par exemple, le transformer en Europe et tout ça. Bon, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse parce que ça profite plus ou moins à leur population. Mais quelle est concrètement la stratégie que pourrait mettre en place, on va dire, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour que, en fait, l'industrialisation du Gabon devienne véritablement une réalité? Alors, à ce niveau, il est important que le Gabon puisse véritablement avoir, effectivement, comme vous dites, une stratégie sur laquelle elle va s'appuyer pour pouvoir rendre concrète cette ambition. Parce que jusqu'à présent, le Gabon est resté encore à l'étape des projets, d'accord, des effets d'annonce. Mais là, on sent quand même une réelle volonté de la part des autorités gabonaises de sortir effectivement des effets d'annonce pour concrétiser ce que les Gabonais attendent depuis des années. D'accord. Et donc, cela passe par un certain nombre de choses pour que le gouvernement ait, doit impérativement mettre en branle pour que, effectivement, nous puissions assister à ce à quoi on attend. D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des différentes stratégies qui ont été donc énoncées par lors de cette journée de la finance. Oui, effectivement. Alors, nous avons par exemple au niveau, vous avez parlé de l'éducation, on va passer par là. Parce que d'abord, je crois que le développement de tout État, de toute nation, repose d'abord sur la ressource humaine. Pour parler de l'éducation. Il faut armer cette jeunesse gabonaise pour qu'elle soit véritablement outillée pour faire face aux défis de l'heure. D'accord. Et aujourd'hui, les modèles sont nombreux et il faut en choisir un qui va... Aujourd'hui, quand vous regardez le système éducatif gabonais, c'est un système éducatif qui comporte beaucoup de tares. D'accord. Bon, la plupart des gens qui sortent de nos universités et grandes écoles,
c'est pour devenir enseignant. On n'a pas encore véritablement assis une réelle politique éducative qui est à même d'orienter une bonne partie de cette jeunesse-là vers, j'ai envie de dire, des qualifications censées apporter une plus-value au niveau, par exemple, industriel. D'accord. Parce qu'un pays, pour se développer, a besoin d'avoir une industrie. D'accord. On parle tout à l'heure, on venait de dire que le Gabon entend maintenant transformer ses matières premières sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le Gabon se dote d'un véritable tissu industriel. Ça, c'est très important. Mais ce tissu industriel, il sera animé par qui? Est-ce que ce sont nos jeunes là qui sortent de nos universités avec le système, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Donc, il va falloir réajuster le tir pour que notre système éducatif soit celui-là qui soit véritablement une pépinière qui va permettre de former les agents économiques qui vont bâtir l'industrie du Gabon. C'est très important. Et je pense qu'il faut les former sur place. Oui, c'est vrai qu'on aura peut-être besoin d'en envoyer certains à l'étranger parce que pour se développer sur le plan industriel, on a aussi besoin de ce qu'on appelle le transfert des technologies. Voilà. Ce transfert de technologies... Ibrahim, sans te couper, le transfert de technologie, on a remarqué que, par exemple, la crème souvent a été, on va dire, incorporée, par exemple, dans les grandes... Enfin, dans les grandes structures, par exemple, à l'étranger, et ne rentrait plus au pays. Et cela également, ça constitue un tout petit peu un manque à gagner. Mais est-ce que la politique d'antan aussi n'a pas un peu favorisé le fait que ces personnes-là, qui avaient plus ou moins de la matière à valoriser ou à revendre, enfin, à valoriser au niveau de notre pays, ne reviennent pas toujours au pays? Oui, bon, ça, je pense que c'est la mesure qui a été prise par le président Brice Clotaire Olinguema. Je pense qu'elle va dans ce sens-là. On ne va pas continuer ad vitam aeternam à envoyer des gens dans des pays à l'étranger, financer leurs études, qui coûtent excessivement cher dans ces pays-là. Voilà, un pays comme les États-Unis pour apprendre là-bas au niveau, faire des études supérieures dans ces pays-là. Il faut être voilà, millionnaire. oui, c'est-à-dire que les frais de scolarité annuels peuvent s'élever jusqu'à hauteur de 9 millions de francs CFA par an. Voilà, ça, vous imaginez le nombre d'étudiants que le Gabon peut avoir dans ces pays-là. Donc, c'est les dépenses, d'accord? Quand on sait que derrière, la plupart des gens ne reviennent pas pour faire rester là-bas, pour des raisons, bref, que je ne veux pas rentrer ici pour pouvoir effectivement m'étendre dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un manque à gagner pour le pays. C'est un manque à gagner. Donc, maintenant... quand on prend ce genre de mesures, je crois qu'il est important que maintenant, derrière, il y ait d'autres mesures qui soient prises pour faire en sorte que les gens qui soient formés ici, comme on le disait, soient véritablement outillés pour permettre au gouvernement de s'appuyer sur eux afin de pouvoir mettre en place effectivement cette politique d'expansion et de développement industriel sur lequel le Gabon entend désormais se reposer pour créer de la richesse dans le pays et impacter positivement le niveau de vie des populations. Il faut créer des écoles, il faut créer... Là, on était là dans le domaine de l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation. Il y a la santé, parce qu'on est toujours là sur la ressource humaine. Oui, exactement. On éduque, mais on soigne. Aujourd'hui, on nourrit aussi. Je crois que j'ai vu là, dernièrement là, sur les réseaux sociaux, il y a une polémique qui est en train d'enfler. Depuis le début de l'année 2024-2025, on se rend compte que les Gabonais meurent beaucoup. On a comme l'impression que le taux de croissance annuel est en train d'être complètement annihilé par le taux de mortalité. D'accord? Et ça, pourquoi ça? Parce que quand on regarde nos structures hospitalières, il y a beaucoup à dire. C'est ça laisse à désirer. D'accord? Les structures ne sont pas nombreuses. Hein? Les qualités des soins ne sont pas véritables dans ce qu'il faut. D'accord? La manière qu'on accueille les malades dans les hôpitaux et tout ça, machin, vraiment, l'accès aux médicaments avec notre assurance maladie, la CNAMGS, est-ce que véritablement ça permet aux Gabonais de se soigner? C'est tout un tas de questions auxquelles je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse et apporter des solutions pour que mais véritablement... Tout ça, est-ce que ce n'est pas consécutif au fait que nous-mêmes, en fait, on n'a pas une politique, on va dire, de création, on va dire, de mise en place, de création, par exemple, de médicaments et autres? Est-ce qu'il y a des intérêts qui sont menacés si, par exemple, le Gabon veuille, par exemple, on va dire, s'autonomiser en valorisant son agriculture et en valorisant, par exemple, son secteur santé?
si vous parlez de médicaments, bon là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus, on va beaucoup plus parler de la pharmacopée. Encore que bon, la pharmacopée, je pense qu'il y a quelque chose qu'elle peut apporter pour contribuer de manière significative à la bonne santé des Gabonais. Mais toujours est-il qu'on est là dans les domaines régaliens de l'État, c'est-à-dire la santé publique. Je crois qu'il est important que nos autorités prennent véritablement le problème à bras le corps. On a des structures hospitalières qui sont là, mais qui sont en quantité insuffisante. D'accord? Il n'est pas normal. Si vous avez un problème de santé, vous ne vous sentez pas bien, vous voulez vous faire consulter, vous êtes obligé de sortir chez vous le matin très tôt. En fait, ça vous prend toute la journée. Les dispensaires n'existent plus. Voilà, donc les hôpitaux de proximité dans les quartiers et tout ça, c'est devenu quelque chose dont on parle au passé. C'est devenu un luxe. Bon, pas un luxe, en fait, ça n'existe quasiment plus. Mais parce qu'on remarque quand même qu'il y a énormément la création. L'hôpital, le CHUL de Libreville, là. De structures privées, par exemple. Bon. Là aussi, c'est un problème. Les structures hospitalières de Libreville et de manière globale l'ensemble du pays sont saturées. Quand vous y allez, vous allez attendre des heures, même si vous êtes souffrant, vous allez attendre. Donc, simplement, le problème, c'est qu'il n'y en a pas plusieurs. En fait. Il n'y en a pas, et puis, il y a aussi, j'ai envie de dire, la qualité des soins qui sont administrés dans ces structures hospitalières. Aujourd'hui, c'est difficile d'arriver dans un hôpital public et d'être traité convenablement. C'est difficile. D'accord? On va vous demander de l'argent. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui font que, quand un Gabonais va dans un hôpital, une structure hospitalière publique, il est difficile pour lui qu'il revienne véritablement satisfait. C'est difficile. D'accord? Quand vous regardez, par exemple, les urgences, quand quelqu'un est accidenté, il a besoin de soins immédiats. Quelles sont les réalités au niveau des urgences de nos hôpitaux? On connaît, on a tous été à un moment donné confrontés à ça. On a un parent qui a eu un problème. Souvent, c'est difficile. On ne dit rien, Quand vous n'avez pas de moyens conséquents pour vous faire traiter, la prise en charge est véritablement problématique. Il faut le dire. D'accord. Donc tout ça, je pense que le gouvernement est en train de réfléchir sur ça pour trouver des solutions qui vont permettre effectivement de mettre en valeur la ressource humaine. Parce que tout développement, elle repose sur la ressource humaine. L'éducation et la santé. L'éducation et la santé. C'est des domaines qui sont des domaines de base, qui sont fondamentaux. Voilà. D'accord. Ibrahim, également, je crois que dans les points également que tu voulais développer, il y a également le secteur agricole, parce qu'on a remarqué également qu'on a négligé l'arrière-pays, alors que c'était un tout petit peu, on va dire, celle qui produisait de la nourriture. Le secteur agricole dont vous parlez, il s'agit ici de l'autosuffisance alimentaire. Les Gabonais ne mangent pas bien. Les Gabonais ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas à leur faim, c'est pas parce que le Gabon, c'est un pays où c'est un pays qui n'a pas de potentialité sur le plan agricole, non. On a énormément de potentialité, parce que mais nous dépendons trop de l'extérieur. 90% des denrées alimentaires qui sont consommées au Gabon viennent de l'extérieur. Et les quelques denrées alimentaires qui sont peut-être cultivées à l'intérieur du pays ont du mal à être acheminées sur la capitale à cause, par exemple, du réseau routier qui n'est pas souvent... La bonne banane. La banane, ça a un temps de vie très court. La banane qui est, par exemple, plantée à Mabanda, qui est au sud du Gabon, pour arriver... Pratiquement au Gabon, c'est pratiquement la même configuration, parce que même quand vous allez au sud-est, quand vous allez au sud, quand vous allez au nord, c'est des secteurs qui sont énormément... Il y a de la production agricole à l'intérieur du pays, sauf que cette production a du mal à être acheminée sur la capitale à cause de l'état de nos voies de communication. Alors, ces derniers temps, sans te couper, Ibrahim, ces derniers temps, j'ai remarqué, je fais souvent un peu les boutiques et tout ça, mais j'ai remarqué que les choses, les prix de certaines, par exemple, de certaines denrées alimentaires, que ce soit des denrées alimentaires ou que ce soit, par exemple, des denrées, par exemple, de bovins et tout ça, ça a un tout petit peu triplé, on va dire, en termes de cherté et tout ça. Mais est-ce que c'est pas un peu dû au fait que nous-mêmes également, en fait, ce secteur, il a un tout petit peu été délaissé, alors que le lait, on peut le produire ici, en quantité, on a beaucoup, il y a beaucoup d'herbes là et tout ça, on peut... Voilà, mais je crois que c'est une politique, par exemple, que le gouvernement y a pensé. Là, on a la ferme bovine de Ndende qui a été lancée récemment. Exactement. Donc, on a fait venir... C'est peut-être qu'ils sont un peu impatients. On a fait venir plus de 1000 têtes de bovines mais il est temps quand même. Oui, mais bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que
les solutions sont en train d'être mises progressivement en place. Pour avoir les résultats de ça, on va devoir attendre un certain temps. Mais ce qui est sûr, c'est que les autorités ont pensé à ça. Et je pense que le fait déjà d'inscrire ça dans les priorités économiques pour véritablement instaurer une croissance. Je précise au passage que le taux de croissance que les autorités du pays, donc le gouvernement, veut imprimer à l'économie gabonaise, d'ici effectivement la concrétisation de tous ces plans d'action, c'est de l'ordre de 10%. 10%, c'est beaucoup. Une économie qui a un taux de croissance de 10% par an, au bout de 5-10 ans, ça devient un pays émergent. D'accord, mais voilà, nous on était, je crois, dans les 3%. Bon, mais en tout cas, on est entre 1,5 et 3%. Mais bon, encore quand même mais là, si on arrive à 10%, c'est depuis le changement qu'il y a eu, c'est depuis le changement qu'il y a eu à la tête du pays. Sinon, avant ça, le Gabon n'avait pas de croissance économique positive. Exactement. Le pays avait tendance à régresser parce qu'on voyait les indicateurs socio-économiques qui étaient véritablement alarmants, d'accord, avec les effets du confinement, de la Covid et tout le reste, tout ce qu'on a subi là. Ben, les conditions de vie des Gabonais se sont dégradées d'une manière assez spectaculaire. Donc je crois que ici, avec ces objectifs-là fixés par les autorités du pays, si véritablement elles se traduisent concrètement sur le terrain, mais le Gabon va faire un véritable bond qualitatif, j'aime toujours dire ça, un bon qualitatif sur le plan économique avec tout ce qu'on connaît comme impact sur le plan social. Voilà. Donc, on était là, on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation. Il y a vous avez parlé de l'agriculture, donc l'autosuffisance alimentaire, ça fait partie des stratégies que le gouvernement entend mettre en place. Nous avons également le secteur de l'habitat. Le secteur de l'habitat, voilà. Très important. Aujourd'hui, les Gabonais sont mal logés. Regardez, vous parcourez la voie express. Moi, c'est la petite anecdote que j'aime souvent mettre en fait, tous ces facteurs sont reliés. Mais regardez comment les Gabonais construisent les maisons. Les Gabonais sont très mal logés. On ne sent pas, quand on parcourt Libreville, on ne sent pas réellement, depuis des années, on n'a pas senti réellement que le Gabon avait une véritable politique du logement. Les Gabonais se logent très très mal. D'accord. Pour trouver un logement à Libreville, ben vraiment, il faut véritablement batailler, il faut charbonner pour pouvoir trouver un appartement qui réponde aux conditions, j'ai envie de dire, minimales. Pour être véritablement se considérer comme quelqu'un qui est bien logé. Voilà, avoir un domicile où vous avez de l'eau courante, d'accord, vous avez de l'électricité, vous avez la possibilité de faire venir le câble Internet, parce qu'aujourd'hui, Internet, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. D'accord. Vous avez un logement qui est accessible aux voies de communication, c'est-à-dire une route qui passe devant chez vous. Parce que, voilà, il n'est plus question pour les Gabonais de continuer à vivre dans des quartiers qui sont totalement enclavés, où il n'y a aucune route, une voie de communication qui permet, par exemple, en cas d'incendie, aux pompiers de pouvoir accéder, à une ambulance de pouvoir accéder, si par exemple on a une femme qui est enceinte et tout ça, qui est en train qui a déjà commencé le travail de l'accouchement, d'accord. Donc, c'est tout ça. Il faut véritablement moderniser l'habitat au Gabon. Et sortir effectivement de tous ces schémas assez dégradants que nous voyons, où les Gabonais vivent dans des conditions d'insalubrité, au milieu des rats, des immondices et tout ça. Il y a certains quartiers qui doivent disparaître. Il est important que les autorités, effectivement, en fait, pas important, je trouve fondamental que les autorités aient compté parmi les priorités l'habitat, donc le logement, pour moderniser ce pays. C'est très important. Quand vous allez dans les pays des autres, vous voyez comment les autres ont facilement accès au logement, d'accord, et des logements de qualité. Or, ici, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, c'est quasiment impossible. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Pour pouvoir vivre dans des conditions assez décentes. Tout à fait. Voilà. Vous trouvez un terrain du côté, par exemple, de la zone d'Akanda, parce qu'aujourd'hui, c'est la zone qui est vue comme la zone un peu... voilà. Des privilégiés. Les privilégiés. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que le fait que le gouvernement mette déjà cela sur la table, c'est déjà un bon signe. Et on espère que ça va se traduire réellement et concrètement sur le terrain. Maintenant, le dernier point... À côté de l'habitat, je crois ici, on parle de la modernisation et de la digitalisation, d'accord, de l'économie gabonaise. Voilà, cela, ça passe effectivement parce qu'on a dit tantôt, c'est-à-dire la transformation des matières premières, le fait que l'administration également soit digitalisée. On veut que tout soit informatisé, modernisé. Voilà, c'est ça qu'il faut, d'accord. Et je pense que ça, c'est sur j'ai envie de dire, sur ces points-là que le gouvernement veut s'appuyer
pour maintenant chercher des financements afin de traduire cela concrètement sur le terrain. D'accord. Voilà. Donc c'était important d'en parler parce qu'aujourd'hui, les attentes sont énormes. Le président Oligui a clairement affiché ses ambitions. On l'a vu quand il est parti récemment aux États-Unis. D'accord. Donc, je crois que il est important on mette la lumière là-dessus pour que véritablement les Gabonais sachent ce qui arrive et que par là aussi nos autorités puissent trouver un encouragement, mais également un soutien voilà. dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la grande info. La grande info, on parle de la crise de légitimité au sein du Parti démocratique gabonais. Ce sera certainement après le jingle. Entre elles du Parti démocratique gabonais, l'épreuve de force s'envenime depuis l'annonce retentissante d'Ali Bongo. Officiellement en séjour médical à l'étranger, l'ex-chef d'État gabonais veut reprendre les rênes du PDG qu'il a dirigé ces 14 dernières années. Sans doute pour donner une suite logique à cette démarche, ses fidèles ont programmé une réunion au siège, mais empêchée par la nouvelle direction du parti. Pourtant, ils clament leur légitimité et appellent à l'unité de leur famille politique. Je voudrais croire que le PDG est un et indivisible et que ceux qui s'agitent devront un jour entendre raison en disant si nous ne voulons pas disparaître, comme le disent les États-Unis dans leur constitution, join or die, s'unir ou mourir. Il faut donc s'unir, c'est le temps de s'unir. La nouvelle direction du PDG justifie cette reprise en main par la décision d'Ali Bongo Ondimba de se retirer de la vie politique. Nous avons eu un distingué camarade président qui, en septembre 2024, s'est mis en réserve de la République et des affaires politiques. À partir de ce moment, le Parti démocratique gabonais s'est réorganisé, a mis en place des nouvelles structures à l'issue d'un congrès extraordinaire et qui permet à ce parti de fonctionner jusqu'à présent. Cette crise au PDG intervient dans un contexte de préparation des législatives et municipales prévues en septembre prochain. Deux visions s'affrontent, légitimité historique et légalité statutaire. Pour de nombreux observateurs, ces déchirures pourraient fragiliser la plus vieille formation politique du pays. Alors, la grande info, c'est la crise de légitimité au sein du Parti démocratique gabonais. Enfin, l'intérêt d'en parler, c'est parce que c'est quand même un parti qui a eu énormément d'influence, on va dire, sur l'ensemble du territoire national. C'est le parti qui a dirigé le Gabon de 1968 à 2023. En 2023, exactement. Donc, on est là, 1968-2023. Ça fait... en tout cas, ça fait une cinquantaine d'années. On est, oui, une cinquantaine d'années, on va dire 54 ans. D'accord. 54 ans, non, 55 ans, 56 ans à peu près. 56 ans. C'est 56 ans. Bon, voilà. Donc, vous voyez que c'est un parti qui a façonné le pays, non seulement au niveau politique, mais même au niveau sociologique. C'est un parti, voilà, avec tout ce qu'on lui connaît, qui a contribué à faire du Gabon ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pas, pour moi, de mon point de vue, je pense que c'est une actualité sur laquelle on devrait véritablement s'étendre pour peut-être éclairer l'opinion sur les véritables enjeux de cela. Parce que... justement, on est là pour en parler. Les véritables enjeux, quels sont-ils les véritables enjeux? Déjà, il faut dire que d'expérience, généralement, en Afrique, quand un parti politique qui a longtemps été au pouvoir quitte le pouvoir, généralement ce parti a tendance à disparaître. Ce parti a tendance à disparaître. Oui, pourquoi? Parce que quand on regarde un peu le mode de fonctionnement du PDG, c'est un parti... généralement, les gens y adhèrent, ont adhéré à ce parti, c'est pas tant par conviction. C'était à cause des avantages. C'était beaucoup plus à cause des intérêts, à cause des avantages qui étaient liés au fait que, voilà, quand on était dans, j'ai envie de dire, le bureau politique du parti, voilà, on avait certains privilèges. Et généralement, ça se terminait par une nomination à d'autres fonctions au sein du gouvernement. On pouvait être élu député facilement. Voilà, donc c'était véritablement un tremplin d'ascension sociale, le Parti démocratique gabonais, il faut le dire. Donc, un parti comme ça, qui perd le pouvoir en 2023, d'accord, et qui se retrouve du jour au lendemain dans l'opposition, entre griffes, il faut le dire, parce que si vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes, vous êtes censé être dans l'opposition. Voilà. Bon, il se trouve que... Bon, maintenant, sauf s'il y a des conventions qui sont traitées pour plus ou moins... il se trouve qu'au lendemain, effectivement, du coup de libération qui a mis de côté le Parti démocratique gabonais à la tête du pays, une partie
des apparatchiks de ce parti politique, d'accord, ont quitté le bateau. Voilà ce qu'on appelle le phénomène de la transhumance politique. À défaut de quitter le bateau, on se dispute plus ou moins, on va dire, la gouvernance du parti, parce qu'il y a deux ou trois fronts qui sont nés vous savez qu'un parti politique, j'ai envie de dire, c'est quand même... oui, c'est un terrain d'influence. Bon, un terrain d'influence, mais quand vous êtes, j'ai envie de dire, le président d'un parti politique, c'est un statut que vous avez. Ouais, ou le secrétaire général. Voilà, en tout cas, quand vous êtes le cadre ou un haut cadre d'un parti politique reconnu, comme le PDG l'a été, et surtout que c'est le parti qui a dirigé le pays pendant plus de 55 ans. Il est un tout petit peu, bon, même si on a assisté dernièrement, par exemple, à la création de l'UDB, voilà, l'Union démocratique des bâtisseurs, mais le Parti démocratique gabonais a plus ou moins, on va dire, des bases qui sont un peu installées un peu à travers le pays. Mais c'est ce que je disais, c'est un parti qui a dirigé, il faut le dire, il faut le rappeler, il faut le marteler, qui a dirigé le pays pendant 55 ans, 56 ans. Et donc, il a eu le temps, certainement à cause du fait que les cadres de ce parti avaient plus ou moins la haute main sur les finances de l'État, donc ont profité des moyens de l'État pour pouvoir s'implanter sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas un coin du Gabon où le PDG n'est pas implanté. Exactement. D'accord ? Parce que simplement, voilà, comme je disais, c'est un parti qui a quand même bénéficié, mais vraiment plus que tous les autres partis politiques de ce pays, du fait d'être au pouvoir. Tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est clair que avec ce coup de libération qui a mis de côté ce parti à la tête du pays, voilà, les cadres de ce parti n'ont plus accès à cette manne financière, à cette puissance financière qui a fait que le parti, c'était, comme on l'appelait, le parti de masse. D'accord ? Mais toujours est-il que ça reste un parti politique, surtout que c'est un parti qui est véritablement implanté dans tous les quatre coins du Gabon. Donc, celui qui reste à la tête de ce parti, c'est quand même quelqu'un qui va jouir d'une certaine influence. D'accord ? Donc, il est tout à fait logique de voir que, voilà, après la perte du pouvoir, qui a caractérisé effectivement donc, le PDG au lendemain du 30 août 2023, on assiste à effectivement à une querelle de leadership à la tête de ce parti-là. Déjà que le leader naturel de ce parti à l'époque, donc l'ancien président Ali Bongo Ondimba, pour des raisons de santé, avait été mis à la retraite. D'accord ? On l'a vu, le président Ali Bongo, voilà, ça c'est un secret, même si avant, je veux dire, avant c'était un secret de polichinelle, maintenant aujourd'hui c'est officiel. Le président Ali Bongo n'a plus toutes les facultés qu'il faut pour pouvoir diriger non seulement l'État. D'accord ? C'est clair, on l'a vu. Non, c'est clair. C'est clair qu'on l'a mis à la retraite parce qu'il a des problèmes de santé, il a eu des problèmes de santé. Voilà. Donc, c'est bien un parti politique. Moi, je pense que le fait qu'il ait été mis de côté, même si après, bon, on peut rentrer dans des contingences juridiques et tout ça pour dire qu'il y a eu tel article et tout ça, machin, mais à la fin, en vérité, est-ce que Ali Bongo avait encore les moyens de diriger ce parti ? C'est ça. Bon, et moi, je pense que la vacance à la tête de ce parti-là a été purement constatée. Et donc, il est tout à fait normal que les cadres de ce parti aient pris des résolutions pour pouvoir effectivement continuer à faire vivre le parti politique et avancer avec j'ai envie de dire, le contexte qui est désormais le nôtre aujourd'hui, celui du changement sur la Ve République. Exactement. D'accord. Maintenant, après, bon, ce à quoi on assiste, un groupe qui va là-bas, veut rentrer dans le siège, on fait... Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est important que les ténors de ce parti s'asseyent et qu'ils véritablement se mettent d'accord. Parce que ce à quoi on assiste, en réalité, pour moi, comme je l'ai dit, ça préfigure en réalité, si les cadres de ce parti ne font pas attention, à la disparition de ce parti, à la disparition de ce parti politique, il faut le dire. Même si aujourd'hui, voilà, certains veulent s'inscrire véritablement dans la rupture par rapport à ce qu'on qualifie de phénomène de transhumance politique, où on voit des gens qui déménagent, ils vont pour pouvoir continuer à bénéficier, ils ont quitté le PDG pour aller, par exemple... Mais est-ce que les taxis, on va dire plus ou moins on va dire de personnes le profito-situationnistes. La question, ce n'est pas être trop rigoureux je ne vais pas porter de jugement on va dire quoi, de jugement. Le parti, on sait quand même qu'il a véhiculé une certaine idéologie. Je ne veux pas porter une certaine idéologie qu'eux-mêmes connaissent. Voilà, une certaine idéologie. C'est-à-dire, par exemple,
Peut-être le culte là. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être reprocher à certains cadres ou certains anciens cadres du PDG d'avoir quitté le parti pour aller adhérer à d'autres partis politiques. Mais la réalité du PDG, c'est quoi? Sur le plan doctrinal, c'est quoi? Est-ce que le PDG, véritablement, c'est un parti politique? Est-ce que c'est un parti politique qui est reposé sur une idéologie au sens doctrinal du terme? C'est la question qu'il faut se poser. Là, il faut peut-être avoir, on va dire, mais pourquoi, les ténors, les leaders de ce parti. Quand on voit la tendance, souvent, c'est quoi? Quand généralement quelqu'un est banni du PDG, après, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il devient opposant. Il devient opposant. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en réalité... Il a perdu certains privilèges. Parce que simplement, à la base, la plupart des gens qui adhèrent au PDG, c'était pas par conviction. C'est pas ma conviction. Ce que je dis, c'est discutable. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis, c'est discutable. Mais moi, du point de vue doctrinal, j'aimerais que les PDGistes nous prouvent ici que ce parti a un fond doctrinal. C'est quoi l'idéologie du parti? On a le parti, par exemple, le parti communiste, on a le parti socialiste, on a le parti les panafricanistes. C'est quoi l'idéologie du PDG? Moi, j'aimerais bien qu'on m'édifie à ce niveau. Et pour moi, je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, où on voit des gens qui quittent le parti pour aller ailleurs, ce n'est que la conséquence de ça. Parce que les gens adhèrent à ce parti ou ont adhéré à ce parti, c'est pas tant par conviction idéologique. Non. Parce qu'en réalité, c'est pas un parti qui était positionné idéologiquement, non. Au sens doctrinal du terme. Je dis doctrinal parce que d'aucuns peuvent dire que oui, dialogue, tolérance, paix, je sais pas quoi, c'est... Non, ça, c'est pas une idéologie. Au sens doctrinal du terme, c'est pas une idéologie. C'est pas une idéologie. Donc, une idéologie, par exemple, on a un parti de gauche, un parti de droite, le parti socialiste, le parti communiste. Le PDG, c'est un parti, c'est quoi? C'est un parti, quelle est son idéologie? Quelle est l'idéologie qui sous-tend effectivement les principes de ce parti? Est-ce que c'est un parti de droite? Est-ce que c'est un parti centriste? Bon, c'est tout ça, tout ça. La plupart des militants du PDG, en fait, n'ont aucune considération pour ce type de... Je veux dire, non pas d'intérêt pour ce type de considération. Et la considération... La considération qui motive les gens, qui a motivé toujours les gens à adhérer au PDG, c'est les intérêts matériels, c'est tout. C'est les avantages matériels. C'est les positions sociales. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, comme ce parti n'a plus le pouvoir, il n'a plus accès à la manne financière de l'État, logiquement, les gens quittent le parti pour aller ailleurs. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, bon, ce que je dis, ça reste discutable. J'ai envie d'être convaincu du contraire. Il y a un certain réalisme. Il y a quand même un certain réalisme dans l'analyse. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Tous ne sont peut-être pas comme ça, mais la majorité des gens qui ont adhéré à ce parti politique, c'est ça. C'est l'intérêt. Parce que le parti politique, c'était un tremplin qui leur permettait d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Voilà. Donc, pour moi, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est que ça. Mais moi, je dis, ce n'est pas un spectacle. Ce à quoi on assiste, c'est un spectacle qui n'est pas du tout réluisant. Moi, je pense que les frères d'autrefois... Il est important que les ténors de ce parti s'asseyent et ils puissent trouver un terrain d'entente. Parce que si, à long terme, ça continue, déjà là, on a les élections qui arrivent, qui profilent à l'horizon. Là, j'ai entendu j'ai lu quelque part, on disait que les candidatures du PDG risquent d'être suspendues tant que le problème là n'est pas réglé. Ouais, donc vous voyez que c'est quand même un problème assez, j'ai envie de dire, assez périlleux pour le futur même de ce parti. Imaginez, on arrive aux élections, le problème n'est pas réglé. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas de candidat. Ben voilà, et s'ils n'ont pas de candidat, ça veut dire quoi? Ils pourront plus se présenter. Ça veut dire que le parti risque de mourir, en réalité. Ni prétendra à se réapproprier. Voilà. Donc moi je dis, il est important que les cadres de ce parti puissent s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Pour que, effectivement, cette guéguerre à laquelle on assiste, vraiment, qui n'est pas du tout réalisante, parce que, après tout, on peut reprocher beaucoup de choses au PDG, mais c'est quand même un parti qui a fait l'histoire du Gabon. Donc, moi, je pense que il faut que... Moi, je ne suis pas PDGiste, hein, je le dis, mais vraiment là, de manière objective. Non, mais vous êtes libre. Voilà. Mais pour pouvoir, en fait, assainir le débat démocratique au sein de ce parti, moi, je pense que il faut que les uns et les autres puissent s'asseoir et que, voilà, que le droit parle, que le bon sens parle et que la cohésion règne à nouveau dans ce parti. Et moi, je pense que là, c'est à ce moment-là. En fait, en réalité... Le droit, il est quand même dirigé par les intérêts. Bon, on a vu Ali Bongo qui revient, par exemple, qui fait des déclarations, qui s'affiche avec certains membres de son parti. Ouais. Est-ce que c'est comme pour donner une certaine légitimité à ceux-là, ou bien est-ce que c'est ceux-là qui ont demeuré? Par exemple, la première secrétaire générale, je crois que c'était la dame, comment on l'appelle, Angéline Goma. Oui. Voilà, bon, nous on est un peu dans le cadre, par exemple, des activités, par exemple, de collecte d'informations et tout ça. On a plus ou moins assisté à ça. On a même vu comment, en fait, certains membres ont perdu, on va dire,
on va dire, de leur... comment est-ce que je peux dire ça? Ils ont perdu de leur légitimité au sein du parti. Certains membres ont été démis. Par exemple, on a vu un nouveau bureau se former et après peut-être quelques mois ou un an peut-être passé, on a vu un autre bureau qui s'est mis en place avec Blaise Doumbé à la tête et tout ça. Voilà. Et devant ça, on a assisté également à une certaine opposition, c'est-à-dire avec les anciens leaders du parti également qui étaient là, qui ont émis certains arguments, comme vous l'avez dit, certains arguments de droit selon lesquels certains n'étaient pas aptes à pouvoir diriger ce parti. Je crois que c'est un peu... Bon, mais c'est ça. Moi, ce que je voulais simplement ajouter par rapport à cette actualité, qui défraie quand même la chronique, parce que, voilà, aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, ce qui se produit là, ce n'est que le résultat de ce que, en réalité, le PDG est obligé de... mais ils ont plus vendu le mythe qu'autre chose. Non, en fait, là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est obligé de faire sa toilette. En fait, là, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Le parti politique, au niveau où il est arrivé, où ils n'ont plus accès à la manne financière de l'État, pour que ce parti puisse continuer à exister, il est impératif que ce parti ait un fond idéologique. D'accord. C'est l'idéologie qui va faire que les gens vont continuer à militer pour ce parti. Mais si c'est un parti qui continue à faire du pilotage à vue, sans véritable fond idéologique, au sens doctrinal du terme, d'accord, c'est un parti qui risque de mourir de sa belle mort parce qu'ils n'auront plus accès à la chose qui... j'ai envie de dire, qui attirait tout le monde. Qui leur motivait. Qui les motivait. Donc, il est important. Ce qui se passe là, c'est ça en fait. Il faut véritablement que de véritables idéologues prennent la tête de ce parti et mettent en place une idéologie, une doctrine, en réalité, qui va dans le sens de proposer, d'être une force de proposition pour le développement du Gabon. D'accord. Tout simplement. Alors, voilà qui est dit. Alors, nous allons à présent passer à la lucarne internationale. Nous parlons de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Ce sera certainement après le jingle. Il a fixé le lieu et la date. Après avoir annoncé il y a plusieurs mois sa volonté de reconnaître l'État palestinien, le président français continue le teasing de l'opération sur X. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. Partisan de la solution à deux États, Emmanuel Macron a défendu à de nombreuses reprises le bien fondé de sa démarche pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Et je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Le Royaume-Uni n'a pour le moment pas donné suite à l'invitation du chef d'État français. Il faut dire qu'Israël et les États-Unis sont fermement contre. Benjamin Netanyahou dénonce une récompense de la terreur. Nous condamnons fermement la décision du président Macron de reconnaître un État palestinien à côté de Tel Aviv, à la suite du massacre du 7 octobre. Une telle décision récompense le terrorisme et risque de créer un autre mandataire iranien, tout comme Gaza l'est devenu. Le vice-président palestinien, lui, au contraire, salue l'annonce d'Emmanuel Macron. Au total, plus d'une centaine de pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Les derniers en date, la Slovénie, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, ont sauté le pas en 2024, s'attirant à chaque fois les foudres d'Israël. La reconnaissance de l'État palestinien par la France est en vue, on va dire, mais on a quand même eu l'impression que depuis... C'est un projet. Ouais, que c'est... Bon, enfin, quand on parle encore de projet, ça veut dire que ça peut aboutir comme ne pas aboutir. Exactement. Alors, depuis 1948, on a assisté à une... Parce qu'il faut un peu parler de l'histoire un peu de cette partie du monde-là, c'est-à-dire... La Palestine, normalement, à l'origine, c'est le pays des Philistins. Mais quand on analyse un peu, dire que non, c'était la terre promise de certains et tout le reste, bon, on se pose quand même des questions de savoir est-ce que Dieu, il est juste? Parce que cette terre, quand même, bon, bien que Dieu ait voulu l'assainir
en donnant plus ou moins l'accès, on va dire, à certains Hébreux à cette terre, mais c'était d'abord la terre des Philistins. Et Philistins, en fait, il n'y a pas de paix en arabe, c'est la Palestine actuelle. Bon, en fait, cette question, c'est une question, bon, en fait, le problème israélo-palestinien, pour ne pas dire israélo-arabe, c'est un problème qui est quand même, qui date. Ça date. Voilà, on va bientôt, d'ici quelques années, on va bientôt atteindre... on est déjà dans le centenaire en fait de ce problème-là. Il faut dire que l'État d'Israël... Mais c'est depuis les croisés l'État d'Israël qui pose le problème, parce que c'est ça, c'est l'État d'Israël, c'est la création de l'État d'Israël qui pose problème. D'accord? Parce qu'avant 1948, on avait une terre là, voilà, où tout le monde vivait. C'est les Palestiniens qui vivaient là. Il y avait des Arabes, et les Palestiniens là, les Palestiniens qui vivaient là, c'est qui? Ça, il faut dire, parce que ceux qui aujourd'hui revendiquent véritablement la paternité de cette terre-là, ce sont les populations palestiniennes. Même aujourd'hui, ceux qui disent que oui, voilà, bon, moi je le dis sur la base de mes recherches, de mes lectures, que les descendants aux Juifs, aux Israélites et tout ça, mais les Israélites qui ont vécu au temps de Jésus là, mais ce sont ces Israélites-là qui sont islamisés. La plupart d'entre eux. Et d'autres qui sont restés même juifs, d'autres qui sont restés chrétiens, mais qui sont palestiniens, voilà, qui sont vraiment attachés à la terre, à cette terre-là. Et c'est eux qui sont en train de subir là, ce qui se passe là. Les juifs dont on parle là, voilà, les actuels. En réalité, c'est pas des populations juives, voilà, qui ont le sang juif. C'est des populations européennes. Khazars, c'est des Khazars convertis au judaïsme. Ouais, qui se sont réclamés justement. Voilà. Une terre qui leur appartient pas. Vous regardez, même les noms de ces dirigeants israéliens là. Par exemple, l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais c'est pas ça son vrai nom. Il est d'origine, je crois, polonaise ou je sais pas quoi. Quand vous regardez Ben Gurion, je crois qu'il doit être d'origine biélorusse ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est des Européens, c'est des Khazars. C'est comme si nous, là, nous, en tant que musulmans, parce que je suis devenu musulman, d'accord, je vais dire, bon, écoutez, les Saoudiens, là, vous êtes là-bas, vous quittez là-bas, parce que, non, voilà. Mais c'est leur terre. C'est leur terre, exactement. C'est leur terre. Moi, c'est vrai que l'Arabie, Médine et la Mecque, c'est des terres d'islam, nous sommes d'accord, mais ça ne me donne pas, j'avais dit, le droit d'aller chasser les populations arabes qui sont là depuis des années et des années. D'accord? Donc, en réalité, c'est ça, le fond du problème, c'est celui-là. Et il a commencé avec quoi? Avec, effectivement, la mise en place du fameux sionisme, d'accord, qui s'est appuyé sur un certain nombre d'intellectuels. Mais est-ce que, par exemple, la guerre, par exemple, des croisés qu'il y a eu, là, ce n'est pas, on va dire, peut-être une répercussion, justement, de cette guerre? Parce qu'on sait quand même que en 1914, les Ottomans vont perdre, on va dire, ce territoire-là face aux Anglais. 1918. D'accord. Mais on a quand même vu en amont qu'il y avait quand même, enfin on n'en parle pas beaucoup, mais dans l'histoire on a vu que c'était une terre qui était énormément disputée parce qu'elle était estimée comme la terre sainte. Les chrétiens se la revendiquaient, les juifs se la revendiquaient, bien qu'ils ont subi, on va dire, beaucoup d'assauts de la part des populations avoisinantes. Les Perses actuels ont envahi ce territoire, les Romains l'ont envahi, un peu, tous les peuples ont voulu coloniser, on va dire, cette partie. C'est-à-dire comme nous également, en fait, on a un tout petit peu subi la colonisation, par exemple, des Portugais, des Espagnols, des Français, des Anglais et tout ça. Mais c'était toujours une terre qui a toujours, on va dire, attiré, qui a toujours été convoitée. On ne sait pas trop pourquoi. Bon. Alors qu'il y avait quand même des populations qui vivaient là et des populations qui ont plus ou moins abandonné, par exemple, le judaïsme, abandonné le christianisme, par exemple, pour se convertir, par exemple, voilà. Donc il y a comme une succession en fait là. Bon, déjà il faut dire que quand on considère les trois religions dites monothéistes, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme, les tenants de ces religions-là sont originaires de cette partie du monde. D'accord? Donc il est tout à fait normal que les adeptes de ces religions s'identifient quelque part effectivement à ces lieux-là, parce que bon voilà, les religions auxquelles ils appartiennent tirent leurs racines, leurs sources de ces endroits. Voilà, parce que l'ascension par exemple du prophète, ça a été à Jérusalem, c'est une terre qui est très importante. Il est quitté de la Mecque, d'accord, pour Jérusalem, et de Jérusalem il est monté. D'accord. Donc voilà, je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que
la plupart des prophètes sont originaires. Donc, les prophètes donc, des religions dites monothéistes, il est tout à fait normal que les adeptes de ces trois religions, quelque part, s'identifient à cet endroit. D'accord, même si culturellement après, voilà. Il y a quand même une remise. Ça laisse quand même, c'est discutable. Mais ce que j'ai, pour revenir sur le centre même de notre sujet, sur la question palestinienne, comme j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'à partir de la fin du 19e siècle, on va avoir des intellectuels comme Theodor Herzl qui va rédiger un livre, l'État juif, qui est même le fondement même du sionisme. C'est sur la base de ce livre-là que des gens comme Lord Balfour, qui était le ministre britannique des Affaires étrangères entre 1915 et 1917, va rédiger la fameuse lettre qui va permettre en fait de créer des foyers juifs en Palestine et qui va autoriser donc les juifs à partir d'un peu partout là, dans le pourtour de la Méditerranée, pour aller s'établir là-bas. On ne parlera pas de retour. Hein, mais à la base même, c'était pas pour aller créer un État en fait en réalité. C'était juste une terre où ils pouvaient vivre et puis pratiquer, voilà, vivre. Voilà. Mais sauf que quand l'idéologie sioniste est rentrée dans l'affaire, c'est elle qui a effectivement maintenant lancé ou jeté les bases de la création d'un État. Et d'un État en réalité, un État basé sur le critère racial, en réalité. Vous voyez ? Donc, bref, l'État, par l'entremise donc, de l'ONU, après donc, la Shoah qui s'est passée donc, durant la Seconde Guerre mondiale, d'accord, va procéder au partage de cette terre-là entre les communautés arabes et les communautés juives. Sauf que dans le partage, quand on regarde bien, on voit que ce n'est pas un partage équitable. C'était pas un partage équitable parce que en fait d'autres prennent 56%, d'autres vont prendre. Mais non seulement ça, moi je pense que c'est même pas tant en termes de pourcentage. Excusez-moi, mais quand vous voyez comment le partage a été fait, en fait en réalité les partis qui revenaient aux peuples arabes, c'était pas des partis qui leur permettaient en fait de vivre de manière décente, en fait de créer, d'avoir un État viable. Ils ont pris tout le Sun Belt, c'est-à-dire toute la partie par exemple qui donne à la mer, Mais quand vous voyez que par exemple un Palestinien est obligé de traverser une partie du territoire israélien pour aller dans une autre partie du territoire palestinien, vous voyez que ça devient compliqué. Il y a un problème. Bon voilà, donc du coup... Ils auraient pu vivre normalement... On aurait pu faire deux États séparés avec les frontières, mais on a fait un État où un État comme l'État arabe était morcelé, entrecoupé avec des territoires israéliens à l'intérieur. Et ces territoires, ils prenaient en fait les meilleures terres, voilà les endroits généralement où il y avait de l'eau, des choses comme ça. Vous voyez que à la base, c'est faussé. D'accord ? Et donc, naturellement, ce partage est rejeté. Quand l'État d'Israël est créé en 1948 avec la déclaration d'indépendance de David Ben Gourion, les Arabes vont se coaliser et ils vont attaquer. Bon, malheureusement pour eux, avec le soutien américain et occidental de manière globale à l'État d'Israël, Israël va avoir le dessus. Exactement. Ensuite, nous sommes la guerre d'indépendance donc, de 1948. Ensuite, nous avons, en 1956, la fameuse crise de Suez qui est encore liée à ce problème-là. D'accord ? Là, Israël va se coaliser avec la France et l'Angleterre pour attaquer l'Égypte qui soutenait les fédérations palestiniens. D'accord ? Bon, en tout cas, c'était ça le principal motif donc, de l'adhésion d'Israël à la crise de Suez, c'était celui-là. Parce que le président égyptien de l'époque, Sadat, était un soutien à la cause palestinienne. Donc il fallait déstabiliser l'Égypte et renverser donc, le pouvoir de Sadat pour garantir en fait, la sécurité d'Israël, qui était menacée par les fédérations palestiniens. Vous savez qu'après la première guerre de 1948, une grande partie des Palestiniens ont fui le territoire de leur terre et ils sont allés s'établir soit au nord du côté du Liban, soit à l'est du côté de la Transjordanie qui est devenue la Jordanie par la suite. D'accord. Une autre partie va aller en Syrie, voilà, un peu plus par le sud. D'accord. Donc tous ces Palestiniens qui vont se regrouper dans les pays avoisinants d'Israël vont à chaque fois qu'ils le pourront, organiser des expéditions pour aller commettre des attentats au sein d'Israël. Et l'État d'Israël, à chaque fois, va réagir en allant attaquer ces pays-là où résident ces pays. Par exemple, la guerre civile qui s'est produite au Liban entre 1975 et 1990. Ce n'est qu'un conflit... vous rentrez dans votre spécialité. C'est un conflit annexe de ce conflit israélo-palestinien. D'accord. Donc c'est pour dire qu'en fait, la création de l'État d'Israël est venue, j'ai envie de dire...
emmené en fait une situation problématique dans cette partie du monde qui fait que jusqu'aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution. Et d'ailleurs, la situation a tendance à s'aggraver au regard de ce qui se passe actuellement du côté de Gaza. Mais il y a effectivement trop d'injustice dans cette Bon, affaire. donc c'est au regard de tout ça, parce que là je voulais développer pour... vous avez parlé de l'histoire, 56, 67 on a la guerre des 6 jours, d'accord. Après en 73 nous avons la guerre du Kippour, d'accord. Et puis là en 2006, la guerre du Liban, dans laquelle l'armée israélienne intervient à travers l'opération Paix en Galilée en 1982, où ils vont encercler la base de l'OLP et de Yasser Arafat en plein Beyrouth Centre. D'ailleurs, Yasser Arafat n'aura la vie sauve qu'à cause de l'intervention française qui vont l'exfiltrer pour aller l'établir à Tunis. D'accord. Ensuite, en 2006, nous avons la guerre qui va opposer Israël avec le Hezbollah, le Sud-Liban. D'accord. Mais donc, dans cette affaire-là, en fait, la France a toujours joué quand même un rôle assez prépondérant quand même. Bon, il faut dire que la France, quand même, sous De Gaulle, sous Mitterrand, sous Chirac, ils arrivaient à dire leur quatre vérités. C'était quand même des dirigeants quand même qui avaient une certaine stature sur le plan international, qui avaient une certaine aura et qui pouvaient prendre certaines décisions, qui pouvaient aller à l'encontre, j'ai envie de dire, non seulement de la logique états-unienne, mais également de l'Occident global de manière générale. Parce que, comme je le disais tantôt, la plupart des pays occidentaux ont tendance à soutenir l'État d'Israël. Mais il est arrivé à certains moments que la France prenne des décisions qui vont à l'encontre de ça. Tout à l'heure, je parlais de l'exfiltration Yasser Arafat parce que lors de cette opération Paix en Galilée en 1982, le ministre israélien de la Défense s'appelait Ariel Sharon. Et lui, il s'était donné pour objectif de tuer Yasser Arafat. Et il allait le faire, n'eût été l'intervention de la France. D'accord. La France... Et lui, il faut signaler qu'il a vécu très longtemps dans un coma assez mystérieux quand même. Ariel Sharon. Oui, bon, bref, ça c'est pour la petite histoire. Bon, on va rentrer dans d'autres considérations. Mais ce qui est sûr, c'est que on a eu des dirigeants israéliens qui ont passé leur temps à véritablement piétiner les droits du peuple palestinien. Voilà, ça n'a que trop duré. Et là, c'est arrivé à un niveau tel que, voilà, on assiste à ce à quoi on assiste du côté de Gaza, avec ce génocide qui est là. Voilà, on n'a plus peur de dire les mots. C'est un génocide qui passe. On parle pas de 60 000 Palestiniens tués en l'espace de 2 ans. Et des images affreuses quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. On tue des femmes, on tue des enfants, des vieillards et tout ça. Mais c'est vraiment... On est là dans une zone de non-droit. C'est ce qui se passe à Gaza, c'est scandaleux. Et on dit justement que je crois que le ministre de l'Intérieur qui est à l'origine de tout ça, c'est soi-disant une femme, une dame, voilà, qui fait partie du gouvernement de Netanyahou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons à la tête de cet État des extrémistes. Ça, il faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, pour revenir, c'est pas véritablement leur terre. Pour revenir à la posture de la France, moi, je pense qu'elle est à saluer, même si après, bon, il y a toujours des dessous de table. Ils disent qu'ils vont reconnaître l'État de Palestine, mais après, en même temps, ils font partie de ceux qui arment Israël, il faut le dire. La France fait partie des pays qui donnent les armes à Israël. Il faut le dire. Bon, voilà, c'est ça les méandres de la politique internationale. Donc, malheureusement, à ce niveau, c'est encore à l'état de projet, parce qu'ils ont dit, le président français a dit qu'il va reconnaître l'État d'Israël, la France va reconnaître l'État de Palestine, pardon, à partir de septembre. De septembre. Oui. Maintenant, est-ce que Trump également dans son jeu ce à quoi je suis arrivé, c'est-à-dire par expérience, généralement, les pays occidentaux, généralement, quand ils font une communication officielle, il faut savoir que derrière, il y a autre chose. Ils ont toujours une certaine duplicité qui les caractérise dans leurs actions. D'accord. Est-ce que derrière, c'est une manière de faire pression aux États-Unis qui est un soutien inconditionnel de l'État d'Israël? Parce qu'on sait aujourd'hui la bisbille qu'il y a entre les pays européens et les États-Unis par rapport à la guerre en Ukraine. D'accord. Est-ce que le président Macron n'est pas en train d'instrumentaliser le problème de la Palestine pour faire pression sur le président Trump? Là, toute la question est posée. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière qui font que, bon, moi, à mon niveau, en tant que spécialiste en relations en histoire des relations internationales, c'est-à-dire que je vais jamais me focaliser uniquement sur l'information qui a été officiellement donnée. Je vais chercher des explications aussi en profondeur, d'accord, pour décrypter, pour comprendre et avoir une vision d'ensemble qui me permet effectivement de savoir que oui, telle action a été posée. Là, en l'occurrence, la reconnaissance future de l'État de Palestine par la France, est-ce que c'est pour est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est par, j'ai envie de dire, par respect des droits de l'homme? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut soupçonner que la France, là, ne vise qu'à jouer plus ou moins sur son poids politique, c'est-à-dire sur son poids politique sur la scène internationale?
Et puis peut-être sur son droit de veto aussi. Bon, il faut dire que même si aujourd'hui l'influence française est en perte de vitesse, notamment en Afrique, mais il n'en demeure pas moins que la France reste un pays quand même qui constitue un acteur majeur dans les relations internationales. C'est un pays, vous l'avez dit, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a le droit de veto, qui a une zone d'influence en Afrique, même si aujourd'hui, comme je disais tantôt, cette zone d'influence est en train d'être réduite en peau de chagrin. On a eu 3 pays qui sont sortis, qui sont en train de sortir qui sont sortis de l'influence française, j'ai envie de dire ça comme ça, et qui aujourd'hui sont en train de véritablement poser problème quant à j'ai envie de dire, à l'aura de la France. Parce que si aujourd'hui un pays comme la France a le statut de pen holder au niveau des Nations Unies, c'est parce qu'elle a derrière elle un certain nombre de pays qui aujourd'hui contribuent de manière à son rayonnement sur le plan diplomatique. D'accord ? Donc, cette influence, malheureusement, est en train de baisser. Est-ce que maintenant, cette réalité fait que cette reconnaissance de l'État de Palestine par la France à partir du mois de septembre risque de souffrir effectivement de la situation? Bon, c'est tout un tas de questions auxquelles on est en droit de se poser, mais toujours est-il que ça fait réagir les Américains. On a vu le président Trump. Attendons pour voir. Il a réagi à cette déclaration du président français. Il a clairement dit que ce que le président Macron dit, ça compte pour du beurre. Il a clairement dit. Voilà, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est assez inédit. Un président américain qui véritablement tient des propos de ce genre-là vis-à-vis d'un président. Il suit à la lettre tout ce que les autres disent, tout ce que les autres font. Non, en fait, voilà. il est simplement en train de dire quoi? Il est en train de dire que la France ne pèse plus. C'est ce qu'il est en train de dire. Sur le plan géopolitique, la France ne pèse plus. Donc la France peut toujours prendre des positions allant dans le sens de dire qu'ils vont soutenir ou de reconnaître l'État de Palestine, mais en réalité, dans les faits, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est ce qu'il est en train de dire. Exactement. Puisque sur le plan géopolitique aujourd'hui, la France... C'est cet impact-là justement que nous attendons pour septembre prochain. Ben, on va voir. Avec l'évolution effectivement de la situation sur le plan géopolitique international, et surtout avec l'issue peut-être de la guerre en Ukraine, qui va certainement trouver ses dénouements dans les toutes prochaines semaines, on va le voir. Quelle sera la posture de la France? Exactement. Au regard de tout ça. La question est posée. Là, comment va se terminer l'affaire de l'AES du côté de l'Afrique de l'Ouest? Parce que là également, ce sont des terrains sur lesquels la France est en grande difficulté. D'accord? Donc c'est au regard de tout ça là que peut-être effectivement le président américain dit que oui, bon, voilà, le président Macron peut toujours dire ce qu'il a envie de dire, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Ouais. C'est du donc, beurre. bref, on va voir. L'avenir nous dira effectivement si la France, D'accord. Alors, on revient un peu, c'est-à-dire on revient un peu sur notre situation locale, hein, parce que la chaîne elle est quand même communautaire. Donc, on parle un tout petit peu de cette caravane médico-ophtalmologique qui va se tenir du 29 juillet au 10 août 2025. On est là un peu sur l'actualité socio-culturelle de la communauté musulmane du Gabon. Oui. Bon, j'ai eu quand même... j'ai envie de dire, le privilège d'assister effectivement à la réception au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, où j'étais allé effectivement pour présenter un peu... vous savez que j'ai été récemment du côté de Mayumba, donc je suis allé assister au pèlerinage de Mourine. On va revenir sur cette actualité dans les toutes prochaines semaines, on va en reparler. On attend juste en fait de pouvoir accorder nos violons. Et voilà, il y a un rapport qui sera déposé du côté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon par rapport effectivement à ce pèlerinage de Mourine du côté de Mayumba. Donc, je disais que donc au retour, j'étais allé donc rencontrer le secrétaire exécutif du Conseil donc pour lui faire un peu le point par rapport à ce que j'étais allé faire du côté de Mayumba. Et là, dans la foulée, il a reçu le consul honoraire donc du Soudan, l'ambassade du Soudan, du consulat du Soudan, pardon, donc à son bureau. Et c'était en ma présence. Donc ils ont échangé effectivement. C'était sur cette question-là. Déjà, puisque c'est eux qui organisent effectivement cette caravane. Il faut dire que cette caravane, elle est déjà à la base, elle est soutenue, elle est financée, sponsorisée par 2 bienfaiteurs. Le premier bienfaiteur, c'est un Qatari qui reste sous anonymat, qui ne veut pas divulguer son identité. On peut comprendre les raisons pour lesquelles, d'accord. Et l'autre côté, c'est la fondation du roi Salman, le roi d'Arabie Saoudite, qui est l'autre sponsor effectivement de cet événement, d'accord, donc qui va se tenir donc à Libreville du côté de l'hôpital de Mélène au PK11, traditionnellement à partir du 29 juillet jusqu'au 10 août 2025. Donc c'est une caravane médicale
ophtalmologique. Donc l'ophtalmologie, c'est quoi? C'est simplement cette branche de la médecine qui s'occupe des yeux. Voilà. Donc au cours de cette caravane, on va avoir des consultations gratuites. Faut le dire, des consultations gratuites au cours desquelles les médecins qui seront là, qui sont d'ailleurs d'éminents spécialistes venus des 4 coins du monde, en partenariat avec les grands hôpitaux, effectivement, un peu partout, dans la plupart des pays arabes, et même certains hôpitaux du côté des États-Unis où ils travaillent. Donc, ils vont faire des consultations gratuites au cours desquelles les patients qui vont venir vont pouvoir être diagnostiqués par rapport... Je pense quand même que c'est une caravane qui a déjà énormément... Elle a déjà eu, je crois, 2 ou 3 éditions. C'est pas la première. Exactement. Pas la première. Donc, voilà, à l'issue de ces consultations, on va leur prescrire des traitements, séances tenantes. À d'autres, on va leur prescrire des lunettes, qu'on va leur même offrir séances tenantes. D'accord? Et pour les cas les plus graves, voilà, ils pourront bénéficier d'une chirurgie, surtout ceux qui sont atteints de cataracte. Vous savez que la cataracte, c'est une maladie assez dangereuse qui finit par entraîner la cécité. D'accord. Donc, ceux qui seront diagnostiqués avec un début de cataracte, en tout cas avec la cataracte, vont pouvoir bénéficier d'une chirurgie réparatrice. Voilà. Et puis, voilà. Donc, en gros, voilà en quoi va consister cette caravane-là. Je précise qu'elle sera gratuite, c'est à titre bénévole. Donc là, on en profite donc pour déjà lancer l'information. C'est vrai qu'officiellement, le Conseil n'a pas encore donné de communiqué, mais je crois que ça va se faire dans les toutes prochaines heures, sinon dans les tout prochains jours, pour demander aux populations, c'est pas seulement les musulmans, c'est toute la population gabonaise. Exactement. Voilà. Quelqu'un qui pense qu'il a des problèmes liés à sa vue, il est invité à venir au cours de cette caravane-là, à partir du 29 juillet jusqu'au 10 août. Voilà, mais on espère seulement que ce sera quand même, on va dire, enfin, en parlant par exemple de la gestion des foules, que la gestion des foules sera... Mais justement, la rencontre qu'il y a eu au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon visait effectivement cet objectif-là, c'est-à-dire mettre en place d'abord le cadre qui va permettre donc d'organiser ça, mais également mettre à la disposition donc nos frères soudanais, d'accord, des ressources humaines qui vont leur permettre effectivement de canaliser les populations sur le terrain, mais également aussi trouver des traducteurs, parce que la plupart de ces médecins-là, ils ne parlent pas en français, ils parlent en arabe ou en anglais, voilà. Donc il faut des traducteurs pour traduire en français vers les populations cibles qui seront l'objet effectivement de ces consultations-là. Voilà, donc je crois que c'était ça, et puis aussi aviser le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon de ce que les organisateurs de cette caravane ont déjà donc pris attache avec le ministère de la Santé publique, parce qu'ils aimeraient non seulement les aviser, parce que c'est d'abord, le Gabon, c'est un pays voilà, où les choses sont organisées, mais en plus avoir la collaboration de ce ministère-là, parce qu'ils veulent en fait étendre cette caravane à l'intérieur du pays, au lieu de se focaliser uniquement sur la capitale, comme ça a été lors des éditions précédentes. Parce que là, maintenant, ça nécessite un peu plus de logistique et ils auront besoin d'avoir avec eux, donc effectivement, les responsables, en tout cas des gens qui appartiennent au ministère de la Santé publique, pour donner un caractère solennel, mais surtout, j'ai envie de dire, un caractère important, d'accord, à cet événement, parce qu'à l'intérieur du pays, on n'a pas toujours les populations qui sont là-bas. Beaucoup souffrent des maux liés, effectivement. Voilà, la cataracte, les problèmes de conjonctivite et tout ça. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'accéder aux soins, exactement. Aux soins de santé. Si eux, ils ne peuvent pas venir, bon, maintenant, est-ce que la caravane, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, peut aller vers eux pour leur faire bénéficier effectivement de ces soins-là? Je crois qu'il y avait une année également, ils se sont retrouvés au niveau de Mouila. Je crois il y a peut-être 1 an ou 2 ans, ils se sont retrouvés. C'était il y a 2 ans, en 2023. Voilà, ils se sont retrouvés au niveau de Mouila. Voilà, donc voilà. Là aussi, ils ont fait leur preuve là-bas aussi. Bon, mais l'intérieur du pays, il n'y a pas que Mouila. Voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Si on peut aller au-delà de Mouila. Bon, c'était un exemple parmi tant d'autres. Ben voilà. Donc, je crois que c'est ici encore l'occasion, déjà, de remercier ses frères, d'abord la fondation du roi Salman d'Arabie Saoudite, le bienfaiteur qatari, dont on tait le nom ici par. On va aller par discrétion, d'accord. On va également remercier les frères soudanais, les médecins qui vont être et on va également, faut pas se mentir, on va également remercier nos frères arabisans aussi. Oui, mais bien sûr, j'étais en train de venir, voilà, parce que eux, ils vont s'appuyer sur eux. Voilà, comme je disais, ils ont besoin de traducteurs pour pouvoir communiquer avec les patients. Donc, je crois que nos frères arabisans sont réellement... ils vont se retrouver dans leur élément. Ils sont véritablement au centre de la chose. Donc, voilà. Donc, il faut les remercier également pour ça. Il faut remercier le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, notamment le secrétaire exécutif, déjà
pour le fait que... Bon, quand on parle d'arabisants ici, il faut situer que ce n'est pas péjoratif, c'est simplement parce qu'ils maîtrisent... Ils sont des spécialistes de langue arabe, voilà, Voilà. tout simplement. Okay. Voilà. Donc, je disais remercier aussi le secrétaire exécutif du Conseil sur les affaires islamiques du Gabon, d'accord, pour le fait que, voilà, il est véritablement au four au moulin, mais également le chef de la communauté musulmane du Gabon. Il ne faut pas oublier, parce que rien ne peut se faire dans cette communauté sans son aval. Exactement. Voilà, c'est lui le boss, donc c'est lui qui, j'ai envie de dire, qui parraine tout ça. C'est le boss. Donc, voilà. Et puis, remercier également le ministère de la Santé publique et de la population, parce que, voilà, rien ne peut se faire dans le domaine médical sans leur autorisation. Exactement. Voilà, étant donné que voilà, c'est quand même une responsabilité régalienne de l'État. Et à ce niveau, je crois que les autorités de ce ministère voilà, méritent d'être saluées par rapport à leur coopération et leur collaboration dans ce sens-là. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire là. Concernant cet événement, qui est quand même, il faut le dire, un événement salutaire et qui contribue on va dire quoi, du moins qui est là pour... ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ici l'occasion pour la communauté musulmane du Gabon de contribuer, on va dire quoi, au développement du pays. Exactement. Voilà, parce que voilà, on n'est pas là dans une logique sectaire, on n'est pas là dans une logique de repli religieux ou identitaire ou quoi que ce soit, non. On est là dans une optique républicaine. Là, c'est le Gabon, c'est les Gabonais qui gagnent. D'accord, voilà. C'est le Gabon, c'est les Gabonais. Alors, c'était là votre émission Grand Angle. Nous avons abordé les priorités du Gabon pour impulser sa croissance économique. Nous avons également parlé de la crise de légitimité au sein du Parti démocratique gabonais. Ce parti pourra-t-il avoir dorénavant de beaux jours devant lui depuis on va dire le coup de libération d'août 2023 et la reconnaissance, nous avons également parlé de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Cela, on attend toujours, cela va se faire en septembre prochain. Nous avons également, on vient d'en sortir, nous avons également abordé le déroulement de la prochaine caravane médico-ophtalmologique du 29 au 10 août 2025 qui va se tenir à Libreville au niveau de l'hôpital de Mélène. Exactement. Alors, nous lançons comme ça nos salutations. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Grand Angle.